Ma famille a coupé les ponts avec moi il y a 8 ans après que j'ai surpris ma sœur jumelle avec mon petit ami. Aujourd'hui, ils m'ont invité à la maison pour Noël puis j'ai découvert la vérité. Je m'appelle Yana Mercé. J'ai 32 ans et j'ai appris que le genre de trahison le plus dur n'arrive pas toujours avec des cris ou des assiettes qui volent. Parfois, elle se manifeste dans une pièce calme, sous des draps doux, avec quelqu'un que vous avez aimé toute votre vie vous regardant comme si vous étiez l'inconvénient. Il y a 8 ans, ma sœur jumelle identique a couché avec mon petit ami. Et quand j'ai réagi comme un être humain au lieu d'un figurant de film à l'eau de rose, ma famille m'a renié. Comme si j'étais le problème qu'ils devaient éliminer pour garder leur enfant préféré immaculé. Mais avant d'en arriver à la nuit où ma vie s'est scindée en deux, vous devez comprendre ce que c'est que de grandir en tant que jumelle et de se sentir pourtant seul. Les gens adorent l'idée des jumelles identiques. Ils imaginent des meilleurs amis, des langages secrets, des anniversaires coordonnés, de mignons costumes d'Halloween. Ce qu'ils n'imaginent pas, c'est d'être la pièce de rechange, la roue de secours, la version d'essai. Ma sœur s'appelle Nathalie. Nathalie était l'enfant en or dans un corps qui se trouvait être exactement comme le mien. Elle attirait l'attention de ma mère comme de l'oxygène, automatique, constant, incontesté. L'approbation de mon père lui venait comme un droit de naissance. Nathalie a eu la chambre avec la fenêtre qui donnait sur le jardin. J'ai eu la plus petite chambre qui donnait sur la clôture du voisin. Quand Nathalie voulait quelque chose, cela devenait une priorité familiale. Quand je voulais quelque chose, cela devenait une leçon sur la gratitude. Si Nathalie obtenait un C en calcul, papa engageait un tuteur et accusait le professeur de ne pas la stimuler correctement. Si j'obtenais un B en chimie, je me faisais sermonner au dîner sur le fait que j'étais capable de plus et que je ne m'appliquais pas. Nathalie a accidenté la voiture de maman pendant notre année de première, l'a emmenée à une fête, s'est laissée distraire, a heurté une boîte aux lettres, personne n'a crié, personne ne l'a puni. Ils lui ont acheté une voiture plus neuve avec le genre de douceur attentionnée que l'on utiliserait pour réconforter quelqu'un de fragile. Un été, j'ai éraflé le camion de papa en l'aidant à déménager des meubles. Une éraflure, une fine ligne à peine visible sauf si la lumière la frappait. Papa ne m'a pas parlé pendant 2 jours. Puis il m'a tendu la facture de la réparation et a dit, les actions ont des conséquences. Je l'ai payé avec mes économies de mon travail d'été et j'ai appris une deuxième leçon. Les conséquences étaient pour moi. Les fêtes d'anniversaire de Nathalie étaient énormes. De la nourriture de traiteur, des ballons, 50 enfants, une musique assez forte pour faire trembler les fenêtres. Les miennes étaient des dîners de famille où la moitié de la conversation revenait d'une manière ou d'une autre sur la dernière réussite de Nathalie. Quand nous avons toutes les deux postulé à l'université d'État, mes parents ont organisé une fête de remise de diplôme pour Nathalie avec une bannière et un diaporama. J'ai eu une carte qui disait « Bon travail. Nous sommes fiers de vous deux ». Le nom de Nathalie était écrit en premier. Au moment de partir pour l'université, j'avais non seulement soif d'indépendance, j'en mourais de faim. L'université était censée être mon nouveau départ, le premier endroit où je pouvais être Liana, pas la jumelle de Nathalie ou l'autre. Je travaillais à temps partiel dans une librairie du campus, payais mes propres factures, maintenais de bonnes notes et me faisais des amis qui ne me comparaient pas à quelqu'un d'autre avant même d'apprendre ma couleur préférée. Et c'est là que j'ai rencontré Ethan Cole. Il est entré dans la librairie à la recherche de fournitures d'art pour un cours dans lequel il jurait ne pas avoir sa place. Il se tenait là avec un carnet de croquis sous le bras, souriant comme s'il était déjà embarrassé, et a décidé de rendre ça charmant. « Vendez-vous des crayons fusains ?» a-t-il demandé. « Où dois-je aller prétendre être un véritable artiste ailleurs ?» J'ai ri. Un vrai rire, le genre qui part des côtes. Ethan avait cette chaleur qui faisait que les gens se rapprochaient. Pas bruyant, pas ostentatoire, juste présent. Et quand il me regardait, c'était comme s'il me voyait vraiment. Pas ma jumelle, pas une comparaison, juste moi. Nous avons commencé à sortir ensemble un mois plus tard. C'est devenu sérieux comme le deviennent les relations saines. Silencieusement, régulièrement, comme si on construisait quelque chose qui peut supporter du poids. Il venait dans ma chambre de dortoir avec des plats à emporter. Nous regardions des films sur mon ordinateur portable, les jambes emmêlées, sous des couvertures bon marché, mes manuels ouverts mais ignorés. Il a rencontré mon colocataire Kevin et la petite amie de Kevin, Sophie, et nous 4 sommes devenus un petit monde à nous. Les week-ends, les courses, les virées nocturnes au dîner. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui me semblait complètement à moi. Nathalie était dans une autre école à 3 heures de route, étudiant le commerce,
entièrement financé par mes parents, bien sûr, pendant que j'équilibrais les prêts étudiants et ce travail en librairie. Parfois, je le mentionnais, non pas comme une plainte, juste comme un fait. Mes parents hochaient la tête comme s'ils entendaient un bulletin météo. Ethan a fait quelque chose que ma famille n'a jamais réussi à faire. Il se mettait en colère pour moi. Ce n'est pas normal, disait-il après que je lui ai raconté une autre histoire d'enfance que je m'étais entraîné à raconter comme si c'était drôle. Tu le sais, n'est-ce pas? Je haussais les épaules parce que hausser les épaules était ma façon de survivre. Ethan me serrait la main et disait, tu mérites mieux. Avoir quelqu'un dans mon camp, c'était comme apprendre une nouvelle langue, une que j'avais toujours eu besoin de connaître mais que je n'avais jamais entendue. Puis, pendant ma dernière année, Nathalie a commencé à venir plus souvent. Au début, je l'ai cru. Elle a appelé et a dit, tu me manques. J'ai l'impression qu'on s'est éloigné. Je veux qu'on soit plus proche. Cette phrase aurait dû me réchauffer. Au lieu de cela, elle m'a serré l'estomac parce que ma sœur ne faisait rien à moins que cela ne lui profite. Mais je voulais y croire. Mon Dieu, je voulais y croire. Alors, quand elle se pointait le vendredi soir, valise à la main, souriant comme si elle faisait un grand effort fraternel, je la laissais dormir sur mon canapé. Nathalie était charmante comme elle l'avait toujours été. Des blagues rapides, un timing parfait, cette aisance sociale sans effort qui donnait aux gens l'envie d'avoir son approbation. Kevin l'aimait bien. Sophie l'aimait bien. Ethan l'aimait bien. Ce dernier point, je me suis dit que c'était normal. Parce que pourquoi ne l'aimerait-il pas? C'était ma jumelle, ma famille, la personne autour de laquelle j'avais passé toute ma vie à orbiter. En y repensant, les signes étaient petits, mais ils étaient partout une fois qu'on savait où regarder. Ethan a commencé à s'habiller un peu mieux quand Nathalie venait en ville. Nathalie se portait volontaire pour aller chercher du café pour tout le monde et Ethan l'accompagnait, me laissant derrière pour garder la place. Ils ont développé de petites blagues privées que je ne comprenais pas. J'entrais dans le salon et la conversation s'interrompait une demi-seconde, juste assez longtemps pour le sentir, mais je leur faisais confiance à tous les deux. Nathalie était ma sœur. Ethan était mon petit ami. Quel genre de personne soupçonnerait ça? J'ai découvert la vérité en mars. J'avais reçu un email concernant une bourse d'études. Rien d'énorme, mais assez pour me rendre fier. 2500 $ pour mes résultats académiques. Je voulais le dire à Ethan en premier. J'ai quitté les cours plus tôt, j'ai conduit jusqu'à son appartement parce qu'il m'avait donné une clé des mois auparavant. Et je me souviens m'être senti légère, comme si peut-être enfin quelque chose de bien se passait dans ma vie que personne ne pouvait voler. Le couloir devant la porte de sa chambre était silencieux, trop silencieux. Et puis je l'ai entendu, un son qu'on ne peut pas confondre, un rire haletant qui n'était pas le mien. Ma main s'est figée sur la poignée de porte. Mon corps savait avant que mon cerveau ne puisse le nommer. J'ai poussé la porte. Ethan et Nathalie étaient dans son lit, pas assis, pas en train de parler, pas un malentendu. Dans son lit, enchevêtré comme si c'était normal, comme si c'était le plan. Et le pire, pire que la nudité, pire que la réalité qui se fendait devant moi, c'était le regard sur leur visage quand ils m'ont vu. Pas de culpabilité, pas de honte, juste de l'irritation. Comme si j'étais entré au mauvais moment et que j'avais interrompu quelque chose d'important. Ethan ne s'est pas précipité. Nathalie n'a pas halté. Nathalie a juste cligné lentement des yeux comme si elle s'ennuyait. Ethan s'est redressé avec cette mâchoire crispée qu'il avait quand il était agacé. Et Nathalie, ma jumelle, mon ombre de toujours, a penché la tête et a dit presque nonchalamment, « Liana, peux-tu nous laisser une seconde ?» Une seconde? Comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je n'ai fait aucune des choses dramatiques que les gens attendent dans des histoires comme celle-ci. Je suis juste resté là, me sentant comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et avait arraché tout ce qu'il y avait de doux et de vivant. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je ne me souviens pas avoir conduit pour retourner au campus. Je ne me souviens pas des feux de circulation. Je ne me souviens pas de la chanson qui passait à la radio. Je ne me souviens que de cette étrange clarté vide dans ma tête, comme si mon cerveau essayait de me protéger en transformant tout en brouillard. Kevin m'a trouvé dans notre chambre de dortoir environ 1 heure plus tard. J'étais assise par terre, le dos contre le cadre de mon lit, fixant le mur comme s'il pouvait expliquer ce que je venais de voir. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est tu. « Liana,
a-t-il dit prudemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je lui ai raconté, il est devenu pâle. Ta sœur, a-t-il murmuré. Nathalie. J'ai hoché la tête. Kevin s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Ça, non, non, je vais le tuer. Sophie est venue quand Kevin lui a envoyé un texto, et quand elle a entendu, ses yeux se sont remplis de larmes de colère, comme si c'était elle qui avait été trahie. Ces gens que je connaissais depuis 2 ans, mon colocataire et sa petite amie, me semblaient plus être ma famille à ce moment-là que ma vraie famille ne l'avait jamais été. Cette nuit-là, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Ethan a appelé en premier. Je n'ai pas répondu. Puis Nathalie a appelé. Je n'ai pas répondu. À minuit, Ethan a envoyé un texto, « S'il te plaît, il faut qu'on parle ». Contre tous mes instincts, j'ai répondu à l'appel suivant, non pas parce que je lui pardonnais. Parce que j'avais besoin de comprendre comment une personne pouvait me faire ça et continuer à respirer normalement. Sa voix était tendue, contrôlée, comme s'il avait répété. Liana, je suis désolé, c'est juste arrivé. J'ai fixé le plafond, engourdi. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Silence, un long silence. Puis il l'a dit. 6 mois. 6 mois. Une demi-année à me sourire. Une demi-année à m'embrasser pour me dire au revoir. Une demi-année où ma sœur jumelle conduisait 3 heures pour renouer avec moi alors qu'en réalité elle grimpait dans le lit de mon petit ami. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai juste murmuré si bas que je pouvais à peine m'entendre. Et tu pensais que j'allais juste quoi? Comprendre? Ethan a expiré comme si je l'épuisais. Et dans ce souffle, j'ai senti quelque chose changer en moi. Quelque chose de froid, de définitif. Parce que la trahison n'était pas seulement ce qu'ils avaient fait. C'était la façon dont ils s'attendaient à ce que je leur facilite la tâche. Ethan a continué à parler comme si la bonne combinaison de mots pouvait transformer un couteau en compliment. Ce n'était pas prévu, a-t-il répété, la voix basse, presque prudente. C'est juste venu comme ça. Nathalie et moi avons essayé de lutter contre ça, mais la connexion. La connexion, ai-je répété, goûtant les mots comme quelque chose d'acide. Ma gorge était serrée, mais ma voix est restée étrangement stable. Tu t'entends parler? Je suis honnête. Non, ai-je dit, tu réécris l'histoire. De l'autre côté de la ligne, il s'est tu, puis sa voix s'est adoucie, comme si c'était censé me réconforter. Je t'aime, Liana. C'est juste que. Je l'aime, elle aussi. La phrase a atterri dans ma poitrine comme un poids, non pas parce qu'elle faisait mal. La douleur aurait signifié qu'il me restait encore quelque chose de tendre à briser. Elle a atterri parce qu'elle expliquait tout ce que j'avais passé ma vie à essayer de ne pas dire à voix haute. Je n'avais jamais été le premier choix de quelqu'un si Nathalie était dans la pièce. Pas de mes parents, pas de mes professeurs, pas de mes petits amis. Est-ce que maman est au courant, ai-je demandé soudainement, parce que mon cerveau cherchait la logique comme s'il pouvait recoller ma réalité. Est-ce que papa est au courant? Ethan a hésité et dans cette hésitation, j'ai senti mon estomac se nouer à nouveau. Nathalie leur a dit, a-t-il admis, après. Après que tu sois parti. Alors ils savent, ai-je dit d'une voix plate. Ils veulent parler, s'est empressé de dire Ethan. Ils sont contrariés, mais ils ont dit qu'ils voulaient que tout le monde soit mature à ce sujet. Mature, bien sûr. Le mot que ma famille adorait utiliser quand ils avaient besoin que j'avale quelque chose de tranchant. Je ne lui ai pas répondu. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai juste raccroché. Kevin me regardait du bord de son lit, la mâchoire serrée de rage. Sophie était assise à côté de moi par terre, comme si elle avait peur que si elle partait, je puisse disparaître. Qu'est-ce qu'il a dit, a demandé Kevin. J'ai fixé l'écran de mon téléphone comme si c'était un étranger. 6 mois, ai-je dit. Et apparemment, on est censé être mature. Les mains de Kevin se sont serrées en poing. Ta sœur est morte pour moi, a-t-il dit. Les yeux de Sophie ont brillé. Ta famille a intérêt à ne pas essayer de te faire culpabiliser. Je te jure, Liana, je vais devenir sauvage. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste existé, respirant, clignant des yeux, écoutant mon téléphone vibrer d'appels manqués et de messages. Ethan. Nathalie. Encore Ethan. Encore Nathalie.
Comme s'il se relayait pour essayer de muser. À 9h13 le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Liana, a dit ma mère. Pendant une seconde aiguë, quelque chose en moi s'est enflammé. L'espoir, comme un réflexe. Enfin. Enfin, elle appelle pour me demander si je vais bien. Mais la voix de ma mère ne semblait pas inquiète. Elle semblait administrative, comme si elle appelait pour une facture en retard. Il faut qu'on discute de ce qui s'est passé, a-t-elle dit. J'ai attendu. Ma poitrine retenait son souffle. Ta sœur et Ethan ont de vrais sentiments, a poursuivi maman prudemment, comme si elle choisissait ses mots pour une négociation. Nous comprenons que tu sois contrarié, mais tu dois être mature. Le voilà encore. Mature. Ma langue semblait lourde. Tu plaisantes. Ne me parle pas comme ça, a-t-elle cassé automatiquement. Puis son ton s'est adouci. Un faux adoucissement. Ma chérie, la famille, c'est pour toujours. C'est malheureux, oui, mais ça ne doit pas tout détruire. Tout détruire, ai-je répété, riant presque. Maman, Nathalie a couché avec mon petit ami. Et elle ne l'a pas fait pour te blesser, a dit maman rapidement. Parfois, les sentiments arrivent. Les sentiments arrivent. Comme si la trahison était la météo, une catastrophe naturelle que personne ne pouvait contrôler. Je les ai surpris, ai-je dit, la voix tremblant maintenant, non pas de larmes, mais d'une rage qui avait enfin trouvé une issue, dans son lit, dans son appartement. Et tu me dis quoi? De les soutenir. Il y a eu une pause, un soupir. Puis la voix de mon père a remplacé la sienne, comme s'il avait attendu juste là. Écoute, Liana, a dit papa. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu en fais plus que nécessaire. J'ai fixé le mur. Mes mains étaient devenues froides. Plus que nécessaire. Ethan est sérieux avec Nathalie, a-t-il poursuivi. Il parle de la demander en mariage. Mon estomac s'est retourné. La demander en mariage, ai-je fait l'écho? Oui, a dit papa, comme si c'était une annonce que j'étais censé applaudir. Il va y avoir une fête de fiançailles. Nous attendons de toi que tu sois là. Attendre, pas demander, pas espérer, attendre. Ma bouche s'est ouverte, mais ce qui en est sorti était mince et tranchant. Non. Le silence de papa est devenu lourd. Puis sa voix s'est durcie. Ne sois pas égoïste à ce sujet. Le bonheur de ta sœur est en jeu, j'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il l'était. Le bonheur de Nathalie était toujours l'enjeu. Mon bonheur était toujours le dommage collatéral. Je n'irai pas, ai-je répété, plus lentement, en m'assurant qu'il entende chaque syllabe. Papa a expiré par le nez comme si j'étais une employée difficile. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Ta sœur est enfin en train de construire un avenir. Tu n'as pas à le gâcher parce que tu es blessé. Blessé. Comme s'il décrivait un ego meurtri, pas une confiance calcinée. Si tu la soutiens, a repris maman, la voix désespérée maintenant, cela montre que tu es une personne supérieure. Ça montre que tu te soucies de la famille. Je me suis soucié de la famille toute ma vie, ai-je dit doucement. Ça n'a pas empêché Nathalie de grimper dans mon lit, métaphoriquement ou littéralement. Liana. J'ai raccroché. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Pas une seule fois dans ma vie. Je les ai bloqués. Ma mère, mon père, ma sœur jumelle et Ethan, tous. Le visage de Kevin était crispé d'approbation quand je le lui ai dit. Bien, a-t-il dit. Qu'ils s'étouffent avec leur propre drame. Mais les bloquer n'a pas bloqué la douleur. Ça n'a pas bloqué les images. Ça n'a pas bloqué la façon dont mon cerveau rejouait sans cesse le visage de Nathalie dans cette embrasure de porte. Agacée, ennuyée, indifférente, comme si elle avait toujours su qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait. Les cours sont devenus un bruit de fond. Le travail est devenu impossible. J'ai arrêté d'aller à la librairie. J'ai arrêté de répondre aux messages d'amis qui ne savaient pas quoi dire. Kevin et Sophie m'ont pratiquement maintenu en vie. Ils commandaient de la nourriture et la laissaient près de moi comme des offrandes. Ils s'asseyaient avec moi quand mon corps se raidissait de panique. Sophie m'a une fois repoussé les cheveux en arrière alors que je fixais le vide trop longtemps. Et j'ai détesté à quel point j'ai failli pleurer pour une si petite gentillesse.
Ces deux personnes qui n'étaient pas de mon sang me maintenaient ensemble pendant que mon sang célébrait sur mes os. La fête de fiançailles était prévue pour avril, 6 semaines après que je les ai surpris. 6 semaines de la dévastation au champagne. Et pendant ces 6 semaines, j'ai commencé à apprendre quelque chose sur moi-même, quelque chose qui me terrifiait. Je n'étais pas seulement le cœur brisé. J'étais éveillé. Parce qu'une fois que votre vie se brise nettement en deux, vous cessez de croire qu'il faut passer à autre chose gentiment. Vous cessez de croire qu'il faut être la personne supérieure quand tout le monde se sert de votre colonne vertébrale comme d'un marchepied. Un soir, Sophie est revenue de cours avec son téléphone à la main et ce regard sur son visage. Le regard qui disait « J'ai trouvé quelque chose ». Ils le font vraiment, a-t-elle dit. Je n'ai pas demandé qui. Je n'en avais pas besoin. Sophie a dégluti. Nathalie a posté à ce sujet. Fête de fiançailles dans ce restaurant de sa ville. Sur invitation seulement. Genre 50 personnes. Ma mâchoire s'est crispée. Bien sûr. Kevin se tenait derrière elle, les bras croisés. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fixé le sol. La question ne concernait pas seulement la fête. Elle concernait le reste de ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'ils ont décidé que ta douleur est un inconvénient? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Au début, c'était juste de la curiosité, comme gratter une croûte qu'on sait qu'on ne devrait pas toucher. Mais une fois que j'ai commencé à tirer les fils, tout le pull s'est défait. Ethan avait utilisé mon profil Netflix. J'ai vérifié l'historique de visionnage et je l'ai vu. Des comédies romantiques et des films que je n'avais jamais regardés. Connecté les soirs où il me disait qu'il étudiait. Mon compte Spotify avait une nouvelle playlist créée sous mon abonnement premium. Le titre m'a retourné l'estomac. N+E. J'ai cliqué dessus. Des chansons sur le secret, sur le destin, sur ce qu'on ne peut s'empêcher de faire. J'ai parcouru de vieilles transactions Venmo. C'était là. De l'argent pour l'essence. J'en avais envoyé à Nathalie quand elle était venue me voir parce qu'elle avait plaisanté sur le fait d'être fauchée. De l'argent pour l'essence pour conduire 3 heures et coucher avec mon petit ami. Sophie en a trouvé plus sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas très présente en ligne, mais Nathalie l'était. Des photos dans des restaurants où je n'étais jamais allé. Un selfie de janvier où le reflet d'Ethan était faible dans une fenêtre. Son bras autour d'elle d'une manière qu'il ne m'avait jamais tenu en public. Et la légende, bonne compagnie. Ce n'était pas une seule erreur. C'était toute une relation, une double vie, une lente trahison avec le sourire. Kevin s'est assis à côté de moi pendant que je rassemblais tout. Capture d'écran, horodatage, reçu. Sophie a aidé à organiser le tout en une chronologie. Uniquement des faits, pas de diatribes émotionnelles, pas de drame, juste la réalité exposée comme une preuve au tribunal. À 2 heures du matin, j'ai fixé le dossier sur mon bureau. La vérité. Sophie s'est penchée en avant. Qu'est-ce que tu fais, Liana? Je n'ai pas détourné les yeux de l'écran. Je m'assure, ai-je dit lentement, que personne ne puisse célébrer ça comme si c'était un conte de fées. Les yeux de Kevin se sont agrandis, puis se sont aiguisés de compréhension. Tu vas à la fête. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai juste continué à construire la présentation. Diapositive 1, la chronologie. Diapositive 2, les messages. Diapositive 3, les photos. Diapositive 4, l'argent. La trahison ne brise pas seulement votre cœur. Elle vous fait réaliser qui vous a utilisé comme un ingrédient silencieux dans son bonheur. Et une fois que vous voyez ça, vous ne pouvez plus l'ignorer. La fête de fiançailles avait lieu un samedi. Kevin a insisté pour venir. Absolument hors de question que tu fasses ça seul, a-t-il dit, enfilant déjà une veste comme si nous nous dirigions vers une bataille. Sophie a passé 2 appels et est revenue avec des renforts. 2 de ses amies joueuses de rugby, toutes 2 bâties comme des murs humains. Juste au cas où, a-t-elle dit doucement. Nous avons conduit jusqu'à la ville universitaire de Nathalie alors que le soleil se couchait. Le ciel était d'un violet meurtri, le genre de soirée qui semblait trop belle pour ce que j'étais sur le point de faire. Mes mains étaient stables sur le volant. Mon estomac ne l'était pas. Nous avons attendu sur le parking du restaurant jusqu'à ce que la fête batte son plein. À travers les fenêtres, je pouvais voir la lueur des guirlandes lumineuses.
Des gens bien habillés, des coupes de champagne levées. Et au centre de tout cela, Nathalie riant comme si elle n'avait rien volé. Ethan à ses côtés, souriant comme s'il ne m'avait pas détruite. Kevin s'est penché près de moi. Dernière chance de faire demi-tour. J'ai fixé la scène, ma douleur reconditionnée en leur romance. Puis j'ai ouvert la portière de la voiture. Non, ai-je dit, je veux qu'ils se souviennent de cette nuit comme je me souviens de mars. Nous sommes entrés à 20h. L'hôtesse a essayé de nous arrêter. J'ai souri poliment. Je suis la sœur jumelle de Nathalie, ai-je dit. Il doit y avoir eu une confusion avec l'invitation. L'hôtesse a hésité, confuse. Les jumelles identiques ont des avantages. Elle nous a laissé passer. La pièce est devenue silencieuse quand les gens m'ont vu. Ce n'était pas des cris immédiats. C'était quelque chose de pire. Une onde de reconnaissance. Le visage de Nathalie s'est vidé de sa couleur si vite que c'en était presque impressionnant. Ethan avait l'air d'avoir oublié comment respirer. Ma mère s'est levée d'une table, l'alarme dans les yeux. L'expression de mon père s'est transformée en pure colère. Kevin s'est placé légèrement devant moi comme un chien de garde. J'ai marché droit vers le microphone. Nathalie a commencé à bouger, les lèvres s'entr'ouvrant, mais l'une des amies de rugby de Sophie s'est mise sur son chemin. Papa a essayé d'avancer aussi. L'autre amie l'a bloqué comme une porte qui se ferme. J'ai soulevé mon ordinateur portable, je l'ai connecté au projecteur qu'ils avaient installé pour les discours et les photos. La bouche d'Ethan s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Les mains de Nathalie tremblaient. J'ai tapoté le trackpad. La première diapositive est apparue. Un titre net. Chronologie. Ethan plus Nathalie. Ma voix était calme comme de la glace. Salut, ai-je dit à la salle pleine d'étrangers qui pensaient assister à une histoire d'amour. Je suis Liana, la jumelle de Nathalie. Des murmures ont immédiatement éclaté. Nathalie a secoué la tête rapidement comme si le déni était un sortilège. Ethan a fait un pas vers moi. Kevin s'est mis devant lui. J'ai regardé directement Nathalie, puis de nouveau la salle. Je voulais juste partager quelque chose sur les heureux fiancés, ai-je dit, parce que certains d'entre vous pourraient manquer de contexte. J'ai cliqué. Des captures d'écran ont rempli l'écran. Des messages, des dates, des heures, des preuves. Et alors que les murmures de la salle se transformaient en un silence stupéfait, j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Ils n'avaient pas compté sur moi. Ils avaient compté sur le fait que je garderais le silence pour toujours. Je ne suis pas resté assez longtemps pour entendre les retombées. Je n'ai pas attendu que Nathalie crie ou qu'Ethan supplie ou que mes parents essaient de réécrire la réalité en temps réel. J'ai dit une dernière phrase, lente, claire, impossible à mal comprendre. Félicitations aux heureux fiancés. Puisse une relation bâtie sur des mensonges vous apporter exactement ce que vous avez mérité. Puis j'ai déconnecté l'ordinateur portable. La main de Kevin était déjà sur mon dos, me guidant vers la sortie. Sophie et ses amis ont formé un mur sans qu'on le leur demande. Les gens se sont écartés instinctivement comme s'ils n'étaient pas sûrs si c'était encore une fête ou les suites d'une petite explosion. Derrière moi, quelqu'un pleurait. Quelqu'un d'autre criait. Je ne me suis pas retourné. Le trajet de retour en voiture a été bruyant au début. Kevin riant d'incrédulité, Sophie secouant la tête, l'adrénaline rebondissant sur les vitres. Ça, a dit Kevin en frappant le tableau de bord, c'était légendaire. Mais je ne me sentais pas légendaire. Je me sentais vide, comme si j'avais vidé quelque chose de toxique de ma poitrine, pour réaliser que l'espace laissé derrière faisait tout aussi mal. Mon téléphone a explosé avant même que nous n'atteignions l'autoroute. Appels manqués, textos s'empilant les uns sur les autres. Maman, comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Papa, tu as humilié cette famille. Nathalie, tu as gâché ma vie. Ethan, tu n'avais pas à tout détruire. J'ai fixé l'écran, engourdi. Tout détruire. Comme si je n'étais pas entré dans des décombres 6 semaines plus tôt. Le dernier message venait de mon père. Court, précis, chirurgical. Tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. Ce que tu as fait ce soir est impardonnable. Ne nous contacte plus. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé le téléphone face contre table. Kevin m'a jeté un coup d'œil. Ça va? J'ai hoché la tête. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas la vérité non plus.
J'étais quelque chose entre les deux, sans attache. La remise des diplômes a eu lieu 2 mois plus tard. J'ai traversé cette scène avec les parents de Kevin dans les gradins, applaudissant assez fort pour le mettre dans l'embarras. Mes parents n'étaient pas là. Nathalie n'était pas là. Personne de ma famille n'a envoyé de fleurs, de cartes ou de textos. Ethan a envoyé un message. J'espère que tu es heureuse. Je n'ai pas répondu parce que le bonheur n'était pas le but. La liberté l'était. J'ai déménagé 3 semaines après la remise des diplômes. J'ai entassé ma vie dans un SUV emprunté et j'ai conduit vers l'ouest jusqu'à ce que l'air sente la pluie et les arbres au lieu des attentes. Portland est devenu ma maison. J'ai commencé comme développeuse junior dans une entreprise de technologie de taille moyenne. Un bureau calme, des heures régulières, personne ne posant de questions sur ma sœur ou mes parents ou pourquoi mon nom ne correspondait à aucun héritage. Il s'avère que grandir en étant ignoré vous apprend à résoudre les problèmes seul. Il s'avère qu'être la jumelle négligée vous rend très doué pour remarquer les détails. J'ai travaillé dur, j'ai été promu, j'ai construit quelque chose qui était à moi. Je me suis fait des amis qui m'ont choisi. Vraiment choisi. Pas par obligation, pas par le sang. Mon collègue Marc est devenu mon contact d'urgence sans qu'aucun de nous ne reconnaisse l'importance de ce geste. Sa femme Elena m'invitait aux fêtes sans que ce soit bizarre. Leurs enfants m'appelaient tante Liana comme si c'était une évidence. J'ai rejoint une salle d'escalade, je me suis mise à la randonnée, j'ai appris la différence entre être seul et être solitaire. Je suis sorti avec des gens avec prudence, sans engagement. Chaque fois que quelque chose commençait à devenir sérieux, ma poitrine se serrait comme si elle se préparait à un impact. Quand les gens posaient des questions sur ma famille, je disais, nous ne sommes pas proches. La plupart acceptaient cela. Ceux qui insistaient ne restaient pas longtemps. En 8 ans, ma famille n'a jamais pris contact. Pas d'anniversaire, pas de fête, pas de simples nouvelles. J'existais comme un fichier supprimé, disparu à moins que quelqu'un ne cherche très fort, et je ne l'ai pas fait. Puis il y a 3 semaines, un email est apparu dans ma boîte de réception. L'objet m'a retourné l'estomac avant même que je l'ouvre. Noël. C'était de ma mère. Chère Liana, j'espère que cet email te trouve en bonne santé. Ça fait bien trop longtemps. Ton père et moi avons pensé à toi ces derniers temps. Nous aimerions beaucoup que tu viennes à la maison pour Noël cette année. Cela signifierait tellement d'avoir toute la famille réunie à nouveau. Nous comprenons si tu es toujours contrarié par ce qui s'est passé avec Nathalie et Ethan, mais ça fait 8 ans. De l'eau a coulé sous les ponts. La famille, c'est pour toujours. Amour, maman. Je l'ai lu 5 fois. Chaque fois, cela ressemblait moins à une réconciliation qu'à une stratégie. Je l'ai montré à Marc pendant le déjeuner. Il n'a même pas fait semblant d'y réfléchir. C'est super louche, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bonne question. Parce que les gens ne vous effacent pas pendant 8 ans pour soudainement vous regretter sans raison. Je n'ai pas répondu tout de suite. 2 jours plus tard, un autre email est arrivé. Celui-ci était de Nathalie. Poli, prudent, presque professionnel. Elle parlait du temps qui guérit les blessures, de vouloir renouer en tant que sœur, de la façon dont la famille devrait se réunir, surtout pendant les fêtes. Puis elle l'a glissé, l'air de rien, comme si ce n'était pas une bombe. Elle a mentionné qu'elle dirigeait maintenant le cabinet de papa. Le cabinet comptable que mon père avait bâti pendant 30 ans. Le cabinet dans lequel je n'avais jamais été invité. Le cabinet qui était apparemment l'héritage de Nathalie. J'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose ne me semble pas juste. J'ai fait des recherches. Le cabinet de papa avait maintenant un site web. Nathalie y était listée comme associée directrice. Son profil LinkedIn montrait qu'elle avait été nommée associée il y a 6 ans. Pleine propriétaire il y a 2 ans. Les avis parlaient d'une nouvelle direction et de défis de transition. L'enfant en or avait hérité du royaume, et soudain, il me voulait à la maison. J'ai attendu 1 semaine avant de répondre. Puis j'ai envoyé une seule phrase. J'y réfléchirai. Maman a répondu en moins d'1 heure. Une longue réponse, enthousiaste, trop enthousiaste. À quel point tout le monde était excité. Comment Noël n'était pas le même sans moi. Comment c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait imaginer. On aurait dit du désespoir enveloppé dans des guirlandes. J'ai appelé Kevin ce soir-là. Il avait déménagé à Seattle, était marié, un enfant en route. C'est un piège,
a-t-il dit immédiatement. Ils n'ont pas changé. Ils ont besoin de quelque chose. Je sais, ai-je dit. Alors pourquoi y penses-tu seulement? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement les lumières de la ville. Parce que j'avais besoin de savoir. 8 ans de silence laissent des questions qui ne meurent pas tranquillement. J'ai répondu à nouveau. Je viendrai pour le dîner de Noël. Je resterai à l'hôtel. Et si quelque chose ne va pas, je pars. La réponse de maman a été instantanée. Bien sûr, comme tu le sens. Nous sommes juste si heureux que tu viennes. Trop heureux. J'ai pris l'avion la veille de Noël, j'ai loué une voiture, je suis passé devant la maison de mon enfance sans m'arrêter. Les lumières étaient allumées, les décorations parfaites, comme une page de magazine. Une famille figée dans le temps sans moi. Marc m'a envoyé un texto, il est encore temps de simuler une intoxication alimentaire. J'ai répondu, je dois aller jusqu'au bout. Le matin de Noël, je me suis garé dans la rue et je suis resté assise dans la voiture plus longtemps que nécessaire. Je pouvais voir du mouvement à travers les fenêtres, des enfants qui couraient, des gens qui riaient. Une scène à laquelle je n'appartenais plus depuis près d'une décennie. Maman a ouvert la porte quand j'ai finalement sonné. Elle avait l'air plus âgée, plus de cheveux gris, plus de rides. Mais ses yeux m'ont scruté de la même manière qu'ils l'avaient toujours fait, comme si elle cherchait des défauts. Liana, a-t-elle dit, tu es venue. Pas de câlin, juste un pas de côté. La maison sentait la même chose. Le café à la cannelle. La familiarité s'est aiguisée en quelque chose de douloureux. Papa s'est levé de son fauteuil et m'a tendu la main. Une poignée de main, comme si j'étais une cliente. Nathalie est descendue des escaliers avec un sourire étudié, confiante, soignée, non touchée par la culpabilité. Des enfants couraient entre ses jambes. Ma nièce et mon neveu. Des enfants qui existaient parce que ma sœur avait couché avec mon petit ami. Il me fixait avec une curiosité ouverte. C'est qui, ça, a demandé l'aîné. Nathalie a souri crispement. C'est tante Liana. Le mot sonnait étrange à mes oreilles. Le brunch s'est déroulé dans une tension polie. Des banalités. Le temps, le travail. Nathalie a parlé du cabinet. Maman a posé des questions sur mon travail dans ce ton qui suggérait que la technologie était mignonne. Et pendant tout ce temps, quelque chose se nouait dans ma poitrine. En attente. Après que les assiettes furent débarrassées et les enfants distraits, papa s'est raclé la gorge. Liana, a-t-il dit, il y a quelque chose dont nous devons discuter. C'était ça, la raison de l'invitation, la raison des sourires, la raison pour laquelle j'avais soudainement de l'importance à nouveau. Et alors que je les suivais dans le salon, je savais déjà que ce n'était pas une question de pardon. C'était une question de besoin. Le salon n'avait pas changé. Même canapé, même fauteuil que papa revendiquait toujours comme le sien. Même photos encadrées sur le mur. Nathalie aux remises de diplôme, Nathalie à son mariage, Nathalie tenant des bébés avec tout le monde souriant comme si rien ne s'était jamais mal passé. Il n'y avait pas de photo de moi après 24 ans. Je me tenais là, les mains jointes devant moi, me sentant comme une invitée dans une exposition de musée intitulée « La vie qui a continué sans toi ». Papa s'est assis lentement comme si l'effort lui coûtait plus que de la fierté. Maman s'est perchée sur le bord du canapé, déjà larmoyante. Nathalie est restée debout, les bras croisés, feignant d'être décontractée. Liana, a commencé papa en se raclant la gorge. Nous sommes heureux que tu sois venu. Je n'ai pas répondu. Il a pris une profonde inspiration. Il y a quelque chose de sérieux dont nous devons te parler. Le silence s'est étiré. Finalement, il l'a dit. Je suis malade. Les mots ne sont pas tombés avec drame. Pas de musique, pas de pause cinématographique. Juste le poids. Une maladie rénale, a-t-il poursuivi. Je suis sous dialyse depuis 6 mois. La main de maman s'est envolée vers sa bouche comme si c'était la première fois qu'elle l'entendait, même si je savais qu'elle avait répété ce moment une douzaine de fois. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit prudemment. Et je le pensais. Malgré tout, je ne voulais pas que mon père souffre. Papa a hoché la tête. Merci. Nathalie fixait le sol. Nous sommes sur la liste de transplantation, a ajouté maman rapidement. Mais ça ne se passe pas bien. Le temps n'est pas de notre côté. J'ai attendu.
Parce que je savais au plus profond de mes os que ce n'était pas la fin de la phrase. Nathalie n'est pas compatible, a dit papa. Ni ta mère. C'était ça. Maman s'est penchée en avant, le désespoir perçant dans sa voix. Mais tu pourrais l'être. J'ai senti quelque chose en moi devenir très immobile. Tu es sa fille, a-t-elle poursuivi. Le médecin a dit qu'il y a de fortes chances que tu sois compatible. Compatible? Utile? De rechange? J'ai laissé les mots s'installer, puis j'ai demandé doucement. Alors c'est pour ça que vous m'avez invité. Nathalie a levé les yeux brusquement. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Ai-je interrompu, ma voix assez calme pour m'effrayer moi-même. Vous ne m'avez pas parlé pendant 8 ans, pas une seule fois. Et maintenant, soudainement, c'est miracle de Noël et famille pour toujours. La mâchoire de papa s'est crispée. Nous ne savions pas comment te contacter. Vous aviez 8 ans, ai-je dit. Les emails n'ont pas cessé de fonctionner. Maman pleurait ouvertement maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ton père est en train de mourir. La phrase a frappé comme une arme. Et c'est là que c'est devenu clair. Ce n'était pas une conversation. C'était une chambre de pression. Alors, laissez-moi comprendre, ai-je dit lentement. Vous m'avez renié pour avoir exposé Nathalie et Ethan. Vous m'avez effacé de la famille. Et maintenant, vous avez besoin d'un rein. Alors, soudainement, je suis de nouveau la bienvenue. Ce n'est pas comme ça, a dit Nathalie en s'avançant. Il s'agit de papa. Quand est-ce que ça ne l'est jamais, ai-je demandé. Papa a froncé les sourcils. Liana. Tu m'as dit que j'étais impardonnable, lui ai-je rappelé. Tu m'as dit de ne plus te contacter. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Il a détourné le regard. Nous étions en colère, a-t-il dit doucement. Nous avons dit des choses que nous ne pensions pas, mais vous les avez vécues, ai-je répondu. Maman a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. Vous ne m'avez pas invité au mariage de Nathalie, ai-je poursuivi. Vous ne m'avez pas dit quand vos petits-enfants sont nés. Vous ne vous souciez pas de savoir si j'étais en vie et maintenant vous me demandez de renoncer à un organe. La voix de Nathalie s'est brisée. Tu fais passer ça pour une transaction. Parce que c'en est une, ai-je dit. Le silence est tombé dans la pièce. Papa a expiré, semblant soudain plus vieux que je ne l'avais jamais entendu. Nous pensions que si tu rentrais à la maison, que tu voyais la famille, que tu te souvenais des bons moments. Vous pensiez que la nostalgie m'adoucirait, ai-je dit. Que je verrais les enfants, que je sentirais la cannelle, et que j'oublierais ce que vous avez fait. Maman sanglotait. C'est ton père. Et j'étais votre fille, ai-je dit. Quand est-ce que ça a compté? Nathalie a finalement parlé, plus doucement maintenant. Nous te demandons de lui sauver la vie. J'ai hoché la tête une fois. Et je vous demande pourquoi vous vous êtes souvenu de mon existence seulement quand vous aviez besoin de quelque chose. Personne n'a répondu. C'était une réponse suffisante. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit en me levant. Il n'y a pas de temps, a dit papa d'un ton pressant. Chaque semaine compte. Alors vous auriez dû y penser il y a 8 ans. Maman m'a suivi jusqu'à la porte, suppliant. Nathalie a essayé la raison. Papa a essayé la dignité. Je n'ai rien promis. Je suis juste parti. De retour à l'hôtel, je me suis assise sur le bord du lit, fixant le mur, la conversation se rejoignant par fragments. La famille, c'est pour toujours. Tu es sa fille. Nous avons besoin de toi. Il ne me voulait pas. Il voulait mon rein. Et le plus cruel, c'est que j'étais peut-être la seule à pouvoir le sauver. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. C'était Nathalie. J'ai laissé le message sur la boîte vocale. Puis, à 7h12 le lendemain matin, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. Je savais déjà qui c'était. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que cette conversation allait tout changer. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Je suis resté là, dans la chambre d'hôtel, pieds nus sur la moquette froide, écoutant le coup résonner dans ma poitrine. Pas frénétique, pas agressif, prudent, comme quelqu'un qui savait qu'il était déjà sur un terrain glissant. J'ai regardé par le Judas. Nathalie, seule, les cheveux attachés en arrière, son manteau mal boutonné, la confiance qu'elle portait au brunch remplacée par quelque chose de plus tendu, de plus aigu.
du désespoir peut-être, ou de la peur. J'ai ouvert la porte à moitié et ne l'ai pas invitée à entrer. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. Ses yeux ont balayé la pièce derrière moi comme si elle espérait y voir quelqu'un d'autre. Des témoins, un levier. « Il faut qu'on parle » a-t-elle dit. « S'il te plaît. » Je me suis écarté juste assez pour la laisser entrer, puis j'ai refermé la porte derrière elle. Elle est restée là maladroitement, les mains jointes, scrutant la pièce comme si c'était la preuve de ma vie sans eux. « Tu n'as même pas appelé » a-t-elle dit finalement. Je me suis appuyé contre le bureau. « Toi non plus pendant 8 ans. » Elle a grimacé comme si elle s'attendait à cette réplique et n'y était toujours pas préparée. « Papa va de plus en plus mal » a-t-elle dit. « Les médecins sont inquiets. »« Je sais » ai-je répondu. « C'est pour ça que tu es là. » Elle a expiré lentement. « Il ne s'agit pas de nous. » J'ai ri une fois, un rire court et sans humour. « Tout dans cette famille tourne autour de toi » ai-je dit, jusqu'à ce que ça doive tourner autour de moi. Nathalie a croisé les bras. « Tu es injuste. »« Le suis-je » ai-je demandé. « Si papa n'avait pas besoin d'un rein, serais-tu dans cette pièce en ce moment ?» Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a dit doucement. « Probablement pas, au moins, elle était honnête. »« Je ne refuse pas parce que je te déteste » ai-je dit. « Je refuse parce qu'aucun de vous ne veut vraiment de mon retour. »« Nous voulons que tu aides papa » a-t-elle dit rapidement. « Ce n'est pas la même chose. » Elle a baissé les yeux sur la moquette, puis les a relevés, les yeux brillants. « Tu crois que c'est facile pour moi » a-t-elle lancé. « Tu crois que je voulais que les choses finissent comme ça ?» Je l'ai fixé. « Tu as couché avec mon petit ami pendant 6 mois, ai-je dit. Puis tu as laissé nos parents me renier pour l'avoir exposé. Tu l'as épousé, tu as construit une vie dessus. Quelle partie de tout ça a été difficile pour toi ?» Sa mâchoire tremblait. Jessica, elle s'est arrêtée, s'est corrigée. Ethan et moi, nous n'avons pas duré. La phrase est sortie comme une confession qu'elle n'avait pas prévu de faire. J'ai cligné des yeux. Quoi? Nous avons divorcé il y a 2 ans, a-t-elle dit doucement. Il m'a trompé avec quelqu'un du travail. L'ironie m'a frappé si vite qu'elle m'a presque coupé le souffle. Pendant un moment, je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou simplement m'asseoir. Nathalie a continué à parler, les mots se bousculant maintenant. Les enfants vivent avec lui pendant la semaine. Je les ai les week-ends. Maman et papa aident quand ils peuvent, mais la maladie de papa a tout compliqué. Le cabinet est en difficulté parce que je partage mon temps entre le travail et l'hôpital. Tout s'effondre. Elle m'a regardé comme si elle attendait de la sympathie. Comme si elle attendait l'absolution. Je ne savais pas, ai-je dit finalement. J'ai pensé que tu devrais le savoir, a-t-elle répondu. J'ai pensé que peut-être ça t'aiderait à comprendre que le karma. Le karma ne t'a pas amené ici, ai-je interrompu. C'est un rein défaillant qui l'a fait. Son visage s'est durci. Alors c'est ça? Tu vas juste le laisser mourir pour prouver quelque chose? Les mots ont atterri lourdement. J'ai pris une respiration, lente, contrôlée. S'il s'agissait de rancune, ai-je dit. Je n'aurais aucune difficulté. Elle m'a regardé, confuse. J'ai des difficultés, ai-je poursuivi. Parce que malgré tout, je ne veux pas que quelqu'un meure. Mais je refuse aussi de prétendre que c'est une réunion de famille au lieu d'une transaction. Nathalie a détourné le regard. Je ne peux pas défaire le passé, a-t-elle dit. Je ne peux pas te rendre 8 ans. Non, ai-je convenu. Tu ne peux pas, le silence a rempli la pièce, épais et inconfortable. Puis elle a murmuré, qu'est-ce que tu veux? La question semblait trop grande pour l'espace. Je veux de l'honnêteté, ai-je dit. Je veux que tu admettes que je ne t'ai pas manqué, que tu n'as pas regretté comment les choses se sont terminées jusqu'à ce que ça devienne un inconvénient. Elle a dégluti. Je ne pensais pas beaucoup à toi, a-t-elle admis. Non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que c'était plus facile de ne pas le faire. C'était ça. La vérité que j'avais connue toute ma vie. J'ai besoin de réfléchir, ai-je répété, sans pression, sans culpabilité, sans que tu te pointes à l'improviste. Elle a hoché la tête lentement. Papa n'a pas des semaines. Vous auriez dû y penser avant de me traiter comme si je n'existais pas, Nathalie est partie 10 minutes plus tard. Je suis resté assise sur le lit pendant un long moment après son départ.
Cet après-midi-là, j'ai appelé la coordinatrice des transplantations, j'ai demandé en quoi consistaient les tests, les analyses de sang, l'imagerie, l'évaluation psychologique, des semaines d'attente, les risques, les conséquences permanentes. Êtes-vous sûr de vouloir continuer, a-t-elle demandé gentiment. Vous n'avez pas l'air certaine. Je ne le suis pas, ai-je admis. J'ai conduit en ville par la suite. Je suis passé devant mon ancien lycée, le parc où papa a appris à Nathalie à lancer une balle pendant que j'étais assise sur le banc, devant l'ancien appartement d'Ethan, où ma confiance était morte en silence. Chaque endroit me rappelait que j'étais la seconde. Mon téléphone a vibré. Maman, as-tu réfléchi? Ton père va de plus en plus mal. Pas d'excuses, pas de remords, juste de l'urgence. C'est à ce moment-là que j'ai su, avant de prendre une décision, que j'avais besoin de réponses. De vraies réponses, pas de répliques répétées ou de chantage émotionnel. J'ai conduit directement chez mes parents. Cette fois, je ne venais pas pour qu'on me demande quelque chose. Je venais pour être entendu. Ils étaient tous là quand je suis arrivé. Maman était assise à la table de la salle à manger, des mouchoirs éparpillés comme des preuves. Papa avait l'air plus petit que dans mon souvenir, plus pâle, plus mince. La force obstinée qui remplissait autrefois chaque pièce, maintenant repliée sur elle-même. Nathalie était appuyée contre le comptoir, les bras croisés, les yeux méfiants. Je ne me suis pas assise. Je veux la vérité, ai-je dit. Pas de mots doux, pas d'excuses. Papa a soupiré et s'est frotté les tempes. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi, ai-je dit simplement. Pourquoi étais-je toujours la seconde? Personne n'a parlé au début. Maman a regardé papa. Papa a regardé le sol. Nathalie s'est agitée, mal à l'aise. Finalement, maman a dit, nous n'avons jamais voulu que tu te sentes comme ça. Ce n'est pas une réponse, ai-je dit. C'est de l'évitement. Papa s'est redressé, sa voix fatiguée mais stable. Nathalie avait besoin de plus d'aide. Je l'ai fixée. Explique. Elle avait des difficultés, a-t-il dit. Avec la confiance, avec l'orientation, les choses venaient plus facilement pour toi. Tu étais capable, indépendante. Nous pensions. Nous pensions que tu n'avais pas autant besoin de nous. Les mots ont atterri plus durement que n'importe quelle insulte. Alors, parce que j'ai survécu, ai-je dit lentement. Vous avez décidé que je ne méritais pas de soutien. Nous ne t'avons pas abandonné, a dit maman faiblement. Si, vous l'avez fait, ai-je répondu, émotionnellement, à plusieurs reprises. J'ai tout énuméré. Mon fonds pour l'université donné à la start-up de Nathalie. La façon dont mes réussites étaient des notes de bas de page. La façon dont ils l'ont défendue après qu'elle a couché avec mon petit ami. Le texto où papa m'a renié. Ils n'ont pas interrompu. Ils ne le pouvaient pas. Chaque mot était vrai. Et maintenant, ai-je terminé. Vous voulez mon rein? Papa s'est levé, les mains tremblantes. Tu as raison sur tout. La pièce est devenue immobile. Nous avons échoué avec toi, a-t-il dit. Nous avons favorisé Nathalie. Nous l'avons rationalisée. Et quand tu as exposé la vérité à la fête de fiançailles, nous avons choisi le confort plutôt que la décence. Nous avons choisi l'enfant le plus facile. Ma poitrine s'est serrée. Je n'attends pas de pardon, a-t-il poursuivi. Je ne le mérite pas, mais je demande, d'homme à femme, pas de père à fille, ton aide. Maman pleurait ouvertement. Nathalie fixait le sol. J'ai senti le poids du moment peser sur moi. Il ne s'agissait pas seulement du passé. Il s'agissait de la personne que je voulais devenir à l'avenir. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Plus de pression. Si je me fais tester, ce sera mon choix. Je suis parti. Je suis resté en ville 3 jours de plus. J'y ai pensé lors de longues promenades et de nuits blanches. J'ai imaginé dire non et vivre avec ça. J'ai imaginé dire oui et m'en aller quand même. Finalement, le choix est devenu simple, pas facile. Simple. J'ai programmé les tests. Pas pour eux, pour moi. Le processus était invasif, épuisant. La psychologue a passé près d'1 heure avec moi. Pourquoi faites-vous cela, a-t-elle demandé. Pour pouvoir vivre avec moi-même, ai-je dit. Pas parce que je veux une réconciliation. Elle m'a donné son accord. 2 semaines plus tard, l'appel est arrivé.
J'étais compatible. J'ai appelé mes parents. Je le ferai, ai-je dit. À une condition. Ils se sont tus. Après l'opération, ai-je poursuivi. C'est fini entre nous. Je sauve une vie, je ne réintègre pas cette famille. Papa a expiré. Nous comprenons. L'opération a eu lieu fin janvier. Elle s'est bien déroulée. Papa a bien récupéré. Le rein a pris. Je me suis réveillé endolori, groggy et étrangement calme. Maman est venue me voir une fois. Nathalie m'a remercié. J'ai hoché la tête. Mon ami Marc a pris l'avion pour me ramener à la maison. Nous en avons fait un road trip, laissant le silence faire ce que les mots ne pouvaient pas. 3 semaines plus tard, de retour à Portland, j'ai reçu une lettre manuscrite de papa. Il disait que le rein lui avait sauvé la vie. Il a tout admis. Il a dit que j'étais devenu meilleur que ce qu'aucun d'eux ne méritait. Il n'a pas demandé de pardon. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir. C'était il y a 3 mois. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux depuis, sauf une carte d'anniversaire de maman. Pas de mots. Juste, amour, maman. Je n'ai pas répondu. Non pas par colère, mais par achèvement. J'ai sauvé la vie de mon père. Je me suis prouvé que je ne suis pas la personne qu'ils m'ont élevé pour être. La famille est censée être pour toujours, mais parfois, on peut choisir où le « pour toujours » se termine. Et parfois, la paix ressemble à aider et à s'en aller quand même.